Alors, on a demandé à Anne-Claire Gagnon, qui est vétérinaire et qui s'occupe de l'association contre la maltraitance animale et humaine, à Jacques Leroy, qui est professeur émérite de droit à l'Université d'Orléans, et à Jean-Paul Richier, qui est docteur psychiatre et praticien hospitalier, de faire cette synthèse. Et ce que je vous propose, ce que je leur propose, mais en fait ils n'ont pas vraiment le choix, c'est de le faire en 2 temps, et en 2 temps, en 3 parties de 2 temps, hein, pour faire simple, parce que comme vous l'avez compris, on a fait une journée avec 3 grands temps qui vont donc être synthétisés, puis je leur laisserai à nouveau la parole pour quelques minutes chacun de perspective. Donc je vais commencer par demander à Jean-Paul Richier s'il veut bien nous faire la synthèse sur la partie sur les datas et sur le lien, et puis ensuite je demanderai à Jacques Leroy sur les aspects juridiques, et puis Anne-Claire Gagnon conclura la partie synthèse sur le parcours de signalement et enjeu. Avant de passer la parole à Jean-Paul Richier, je voulais simplement faire une mini synthèse de la toute première partie des témoignages pour vous rappeler, mais je pense que vous l'avez compris par ces témoignages, à quel point quand on parle du sujet d'une seule violence, on parle de violence, et la réception par les professionnels de cette violence et avant signalement, elle n'est pas facile. Et donc déjà, moi, je voulais dire à quel point ils font un métier difficile déjà, et là en particulier, et les remercier. Voilà, je passe maintenant la parole à Jean-Paul Richier qui a, on va dire, 3 minutes 52 pour faire la synthèse sur les datas. Alors, pour être le plus synthétique possible, je vais simplement m'axer sur le lien. Je ne vais pas reprendre l'histoire naturelle de la violence, la primatologie, la préhistoire, qui était tout à fait passionnante intellectuellement, mais qui ne sont pas mon domaine. Je ne vais pas non plus revenir sur les signes évocateurs de maltraitance du docteur Dominique Autier-Dérian, parce que c'est une vétérinaire et je ne suis pas vétérinaire, donc je m'en tiendrai au lien tel qu'il a été évoqué par Laurent Beck-Shankland et par le docteur Philippe Jaffé. Et malheureusement, il y avait Marie-Josée Enders-Legers qui devait aussi aborder le sujet et qui n'était pas là, donc ça me donne l'occasion d'être un petit peu plus prolixe. Donc pour cadrer un petit peu le sujet, la question du lien, c'est une question qui, comme l'a dit Laurent Bègue, est évoquée de très longue date, depuis l'Antiquité. Elle a fait l'objet d'études et d'un intérêt croissant depuis ces 5 dernières décennies, notamment aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'elle est notamment prise en compte actuellement, que ce soit au niveau des échelons fédéraux supérieurs comme le FBI, mais également au niveau des institutions de terrain comme les shérifs dans les comtés. Elle est présente par ailleurs surtout dans les pays anglo-saxons, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, et elle perce dans un certain nombre d'autres pays, mais malheureusement pas encore suffisamment en France. Pour ne prendre qu'un exemple, il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales qui s'est déroulé en 2019 et la question de la maltraitance des animaux familiers n'a hélas pas été abordée. Cependant, des colloques comme celui-ci montrent qu'en France, un certain nombre de professionnels de terrain et d'universitaires ont quand même conscience de cette problématique. Donc, en tant que psychiatre, je vais souligner 2 points. Premièrement, l'importance du nombre et de la qualité des études sur le sujet du lien entre les violences envers les animaux et les violences envers les humains. Il y a eu, pour donner un ordre d'idée, actuellement autour de 150 études publiées dans des revues scientifiques sur ce thème. Autour de 130 si on rassemble les études portant sur les mêmes échantillons de population. Près de la moitié de ces études ont examiné les violences intrafamiliales, donc qui est plus particulièrement notre thème, et l'autre partie a examiné, on va dire, l'aspect un petit peu socio-psychologique ou criminologique des choses, c'est-à-dire l'importance des facteurs, l'analyse des facteurs qui sont liés à la maltraitance animale en termes de comportements associés, d'antécédents, de traits psychologiques. 2 mots d'abord sur cette branche criminologique ou socio-psychologique, pour dire que les études montrent que les violences sur les animaux sont indicateurs d'infractions, notamment violentes, et de troubles du comportement, notamment agressifs.
On trouve des corrélations avec les infractions en général, quelle que soit leur gravité, entre les conduites agressives, entre les infractions violentes, quelques études également ont trait aux agressions sexuelles, quelques études ont trait aussi au cas particulier des tueurs en série ou des tueurs de masse. Bref, pour en revenir à la branche domestique, aux violences intrafamiliales, qui s'intéresse donc à la coexistence au sein des foyers entre, d'une part, les maltraitances animales et, d'autre part, les maltraitances envers les enfants ou les femmes. Il y a... Les résultats sont les suivants, en fait, si on veut les synthétiser brièvement. Quand il y a la maltraitance d'une femme, puisque c'est quand même souvent les hommes qui maltraitent les femmes, allez savoir pourquoi, eh bien, il y a également, souvent dans ces foyers, la maltraitance des animaux par le gars qui maltraite la femme. Lorsqu'il y a une maltraitance de la femme, donc des violences domestiques, on trouve souvent une maltraitance des animaux par les enfants. Le fait par les enfants d'être exposés aux violences domestiques, eh bien, ça peut les conduire, ça risque de les conduire à des violences envers les animaux. Lorsqu'il y a une maltraitance de l'enfant dans un foyer, il y a également souvent une maltraitance des animaux par les parents. Et enfin, lorsqu'il y a une maltraitance de l'enfant, il y a souvent une maltraitance des animaux par les enfants qui, hélas, reproduisent ce dont ils sont l'objet. Et je voudrais par ailleurs signaler qu'il y a une douzaine d'études originaires de pays variés qui ont trait au harcèlement et aux violences scolaires, qui montrent une corrélation. Et c'est donc, comme l'étude du professeur Laurent Bègue qu'il nous a montré ce matin. Et en France, les personnes en charge des questions des violences envers les femmes ou les enfants, notamment sur le plan politique ou institutionnel, semblent quand même souvent réticentes à prendre en compte les violences associées envers les animaux, car ça risque de paraître accessoire, hors sujet, peu important, c'est censé relever d'autres instances. Et pourtant, il me paraît capital qu'au vu de ces études, ces personnes prennent conscience que l'inclusion des violences animales sur les animaux ne peut que faire progresser la lutte contre les violences envers les personnes vulnérables. Voilà les deux mots que je voulais dire. Merci beaucoup. Monsieur Leroy, si vous voulez bien nous faire la synthèse de la partie juridique. Oui, donc tout au long de cette journée, les débats ont essayé de mettre en lumière ce que les organisateurs ont appelé une seule violence, qui associe donc les violences humaines, plus particulièrement les violences intrafamiliales et animales. C'est une notion, si on veut bien retenir son existence, qui a indiscutablement un contenu philosophique, sociologique, médical, psychiatrique, anthropologique, mais peut-elle avoir aussi un contenu juridique? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible de relier ces deux modes d'expression de la violence, de les globaliser, c'est un mot qui a souvent été utilisé aujourd'hui, à partir du moment où l'animal, notamment l'animal de compagnie, est entré dans les foyers et devenu un véritable membre de la famille, au même titre que les enfants, d'ailleurs pour la plupart des familles. Le problème qui se pose, c'est que la différence de nature entre l'être humain et l'animal, au-delà de leur caractère commun d'être vivant, doué de sensibilité, fait que leur protection juridique a toujours été envisagée
dans des sphères entièrement distinctes. Et c'est une réalité qui a été en particulier relevée ce matin donc, à travers les retours d'expérience. Pour ce qu'il en est des violences proprement intrafamiliales, violences conjugales et violences à l'égard des enfants, bon, je ne m'y attarde pas puisqu'on sait que la lutte contre de telles violences est particulièrement ardente depuis ces dernières années. Il y a un certain nombre de textes donc, qui ont été votés. Les dispositions législatives ont même tendance donc, à s'enfler, à s'accumuler. Pour ce qui concerne, en revanche, donc, les violences contre les animaux, là, je retiens donc deux textes significatifs. Alors, il y en a un dont on n'a pas parlé, ou pas trop parlé. C'est la loi du 16 février 2015 donc, qui a donc, créé ce fameux article 515-14 qui a reconnu donc, le caractère vivant et sensible de tout animal et qui, en même temps, a fait sortir définitivement, pour ceux qui le croyaient encore, bien, les animaux de la catégorie des biens. Le second texte, c'est la loi du 30 novembre 2021 qui alors, accroît considérablement la protection de l'animal contre les actes de maltraitance. Et cela a été rappelé donc, tout à l'heure par le sénateur Arnaud Bazin. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que cette protection s'inscrit dans une relation homme-animal à considérer l'intitulé du texte qui fait état du lien entre les animaux et les hommes. Et en faisant cela, eh bien, le législateur a voulu tenir compte d'une réalité sociologique qui a des prolongements en droit, notamment par le fait que le régime juridique applicable aux animaux eh bien, se définit selon le type de relation qui se crée entre l'être humain donc, et ces animaux, selon qu'ils sont sauvages ou qu'ils sont domestiques ou animaux de compagnie, mais il invite aussi, et c'est cela qui nous intéresse évidemment, à associer les violences lorsqu'elles se développent dans un même cercle familial. Alors, c'est une loi qui présente un certain nombre d'aspects positifs qui ont été rappelés donc, par M. Arnaud Bazin. Donc, je les rappelle très brièvement. La levée du secret professionnel donc, du vétérinaire, qui est possible, qui n'est pas donc, une obligation. Les mesures qui facilitent le repérage, donc, au stade de l'aide sociale à l'enfance ou du CRIP. L'inscription donc au fichier des personnes recherchées, donc pour ceux qui ont été interdits de détention de l'animal, les circonstances aggravantes, on en a parlé, donc le fait de commettre des sévices en présence de mineurs, la zoopornographie, et puis aussi un aspect qui a été un peu oublié, c'est l'article 76 du Code de procédure pénale qui permet dans le cadre d'enquête préliminaire avec l'autorisation du juge donc, des libertés, donc bien de pouvoir procéder à des visites domiciliaires. Alors vous me direz quel est le rapport avec le sujet. Eh bien le rapport, il est que désormais les actes de cruauté et les sévices contre les animaux sont punis de 3 ans d'emprisonnement. Or, précisément, pour pouvoir obtenir cette autorisation, il faut qu'on soit en présence d'un délit puni de plus de 3 ans d'emprisonnement. Donc, ce qui permet aussi, alors, donc, aux enquêteurs de pouvoir, le cas échéant, donc, procéder à des visites domiciliaires et peut-être, justement, découvrir des violences que l'on n'aurait pas pu découvrir en l'absence de ces textes. Alors, est-ce que l'on peut aller encore plus loin? Là, évidemment, donc je ne peux pas passer sous silence donc la tentative donc de modifier donc pour le Code civil avec les ordonnances de protection. Donc, en cas de violence au sein du couple et de tenir compte des violences à l'encontre des animaux. Alors, c'est une tentative qui a malheureusement échoué, peut-être pas définitivement, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, et l'argument, alors je voudrais finir par cela, l'argument est toujours le même, ressorti par
eh bien, les membres, semble-t-il, de la commission, mais même par tous ceux qui seraient réservés sur cette extension donc, aux animaux, c'est le risque de confusion entre l'homme et l'animal, de mettre sur le même plan donc l'enfant, le conjoint et l'animal, le risque surtout de brouiller la hiérarchie des valeurs. Et c'est là où je dis que la sémantique, finalement, prend le pas sur la réalité juridique et qu'on a tendance, là, à laisser, donc, ou à se laisser à identifier un usage juridique d'une notion à son utilisation dans le langage commun pour le rejeter. Dire que, par exemple, l'animal pourrait être une personne, l'animal pourrait-il avoir une personnalité juridique? On crie au scandale parce qu'on identifie l'animal à l'homme et que l'on a une vision purement anthropomorphique du problème. Et ce qu'il faudrait pouvoir se détacher de cela. Je te laisse la parole. Alors, les enjeux transversaux, c'est là où on va voir si la formation de vétérinaire, ça donne vraiment une capacité de synthèse, ce qui n'est pas certain. Donc, il faut vérifier. Ce que j'ai retenu, c'est que et surtout ce que j'avais à l'esprit de ce que vous aviez déjà dit, c'est que le parcours du signalement, il ne doit pas être le parcours du combattant, ni pour ceux qui le font. Parce que combien de fois j'ai entendu Jean-Marc dire mais si ça se trouve le procureur il va rien faire, et donc voilà, et ni pour la victime également. Et parmi les choses que j'ai retenues dans des domaines qui ne sont pas les miens, c'était surtout Madame Brier qui a donc, et Andrea Solari surtout, qui a redit qu'il fallait questionner systématiquement et rechercher la maltraitance, parce que parfois la déclaration ne va pas être faite comme ça spontanément. Donc ce questionnement systématique des médecins, mais aussi de l'ensemble des professions de santé, est important, et d'introduire la question de l'animal pour tout le monde. Vous avez tous été d'accord sur la table ronde. Est-ce qu'il y a un animal à la maison? Et c'est peut-être aussi une question, nous, à se poser dans les cliniques vétérinaires, dans le questionnement systématique. Il y a un enfant aussi à la maison, ça... Donc voilà, Madame Brier a dit aussi que le risque de féminicide finalement était beaucoup plus important quand il y avait des actes graves et de cruauté qui étaient faits sur les animaux. Donc ça fait partie des choses qu'elle va rajouter sur la ligne du 39-19, et ça je trouve c'est extrêmement positif. Et ça renforce ce que Jean-Paul et ce que vous avez dit tous dans la journée, que l'animal et les violences qui lui sont faites servent de sentinelle et sont un révélateur. Ce qui m'a frappé aussi dans tous vos témoignages, c'est que vous avez tous dit l'attachement profond des victimes pour leur animal. Et le fait que parce que cet animal les soutient et parce qu'il est là au quotidien et qu'il les aide à tenir, c'est aussi pour ça qu'elles ne veulent pas le trahir et qu'elles ne veulent pas quitter le domicile. Et que finalement, l'éviction du conjoint violent, c'est quelque chose qui a été dit en dernier, alors qu'on disait dans les centres d'hébergement, on ne peut pas accueillir les animaux et c'est un frein aussi pour les femmes et leurs enfants à partir. Peut-être il faut se poser la question, et il y a un certain nombre de procureurs en France qui ont mis en place ces techniques d'éviction du conjoint violent. C'est peut-être certainement aussi quelque chose à faire. Romy Turpin a souligné le caractère d'urgence que vous avez tous au moment où il y a la parole de l'enfant. Marie-Laure l'a dit aussi, quand l'enfant révèle quelque chose dans une école, il faut pouvoir tout de suite agir. Ça veut dire que chaque professionnel doit connaître la procédure du signalement et doit être certain, ça a été dit également, si on n'a pas le bon mail, qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout et que ça réagisse. Ça fait partie aussi des frustrations identifiées par les vétérinaires de ne pas pouvoir être tenus au courant de la suite qui est donnée à ce qu'ils ont fait. Parce que c'est parti, voilà. Et on espère qu'il s'est passé quelque chose. Donc peut-être pourrait y avoir des retours, simplement en termes de statistiques, par exemple, que la DDPP nous dise, voilà, il y a eu tant de... Parce que j'ai quand même découvert aussi tout ce que vous faites avec l'action sociale, ce qui veut dire que les services vétérinaires vont bien au-delà et font complètement de la santé publique, ce qu'on ne sait pas toujours.
En revanche, et vous l'avez dit, et je l'aurais dit quand même, vous manquez de moyens, et ça, c'est pas juste. C'est vraiment... Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et dans tous vos témoignages, ce que j'ai retenu aussi, c'est que l'État se repose beaucoup sur les associations. S'il n'y avait pas pour récupérer les animaux maltraités, pour récupérer en milieu rural, voilà, mais comment ça fonctionnerait? Donc on fonctionne sur de la bonne volonté, mais après il y a une inertie du système qui est quand même lourde et qui peut décourager un certain nombre de bonnes volontés. Et je vois, bravo Céline, qui fait la formation, le nombre de personnes qui ont été formées, ça me paraît... Ça aurait dû quand même être une mission de l'État. Donc, bravo, ça a encouragé. Et je pense que ce que Gérald Darmanin a mis en place vient grâce à l'initiative de Céline, mais bravo les associations. Et dernier point, et qui n'est pas des moindres, Jean-Marc l'a dit, il faut des lanceurs d'alerte. Et Animal Cross, avec tout ce que vous faites sur la zoophilie, vous avez été particulièrement efficace. Il faut savoir que donc on ne dénonce pas quelqu'un, on fait un signalement. Dans l'intervention de Marie-Josée Anders, du coup, je vais raconter, vous verrez la vidéo, mais si vous cherchez, parce que c'était très visuel. Il y avait vous êtes en Hollande. En Hollande, tout le monde voit chez le voisin, et vous voyez une gamine sur un trampoline et qui joue avec des chiots. Alors nous tous, ça va nous choquer tout de suite, mais des fois sur YouTube, ils vont trouver « Oh, c'est des gentils mignons chiens ». Non. Les voisins ont fait une déclaration parce qu'on voit que cette gamine lance les chiens, ben voilà. La police a déboulé, est allée chez les gens. Ce qu'elle a trouvé, c'est que l'enfant était à l'abandon. Il y avait une chienne qui avait pas fini de mettre bas. Il y avait les chiots. Il y avait des bouteilles d'alcool de partout. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est retirer et l'enfant et les chiens. Et ça, pourquoi? Parce que les voisins ont témoigné. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu, ils ont dit leur étonnement, et n'hésitez pas à utiliser le 3919 et le 119. À chaque fois que vous avez un doute, il faut toujours demander. Et dernière chose, Jean-Marc l'a dit ce matin, mais là, moi, après, le listing que Benoît Thomé nous a fait, la supervision pour les associations de protection animale et d'associations qui s'occupent, comme nous, de maltraitance animale et humaine, c'est important parce qu'il y a des choses, le colloque sur la zoophilie qu'Animal Cross avait organisé en 2020, on est tous sortis, on ne pouvait pas marcher, on s'est tous assis, on a parlé ensemble. Donc on a tous besoin de se parler ensemble, et aussi d'être aidé. Merci beaucoup, ça fait le lien avec ce que je souhaitais. Merci Anne-Claire, on a eu une perspective, on a eu déjà quelques éléments personnels. Peut-être, Monsieur Richier, vous voudriez aussi nous donner 3 mots un peu plus personnels de perspective de ce que vous pensez être utile à ce stade, ce qui pourrait se faire. Avec un micro. Sans micro? Non, avec un micro. Voilà. Je vais m'en tenir à 2 points. Premièrement, l'importance d'introduire dès l'enfance une éducation à l'empathie et au contrôle de la violence, à la fois envers ses semblables et envers les animaux, parce qu'il n'échappe à personne que c'est durant l'enfance et l'adolescence que se construisent les êtres humains. Et deuxième point, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, comme ça nous fatiguera pas trop. C'est l'importance de sensibiliser et de former les professionnels, à la fois dans le cadre des études initiales et de la formation continue, au concept du lien entre les violences, au repérage des maltraitances, qu'il s'agisse des maltraitances humaines, bien sûr, mais également des maltraitances animales, et, on en a beaucoup parlé, aux procédures et au parcours de signalement ou de ce qu'on appelle les informations préoccupantes, en prenant en compte les multiples facteurs qui rendent les choses difficiles et qui peuvent faire frein au-delà même du simple principe du secret professionnel. Alors, les professionnels concernés sont très nombreux. Au fond, ça recouvre tous ceux qui ont participé à cette journée,
tant ce matin que cet après-midi, que je ne peux pas tous citer, mais que nous remercions tous pour leurs interventions qui ont vraiment été éclairantes. Donc il y a les professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, médecins, dont les pédiatres et les pédopsychiatres. Il y a les psychologues, il y a les professionnels de l'action sociale, assistantes sociales, éducateurs, auxiliaires de vie, intervenants de l'aide sociale à l'enfance. Il y a les professionnels de l'éducation nationale, enseignants, directeurs, personnels de santé, psychologues. Il y a les vétérinaires et leurs assistants. Il y a les différentes branches de la police et de la gendarmerie, les différentes branches de la magistrature, ainsi que les membres du barreau. Et ça concerne aussi les associations, on l'a dit également, aussi bien les associations de protection animale que les associations de protection de l'enfance ou les associations dédiées aux violences faites aux femmes. En définitive, la sensibilisation, elle devrait concerner tous les citoyens. Merci beaucoup. Monsieur Leroy, peut-être un mot aussi. Oui, je vais reprendre aussi 2 points, une distinction qu'aiment bien les juristes. Déléger lata, déléger ferenda. Donc, déléger lata, c'est-à-dire en droit positif. Bon, est-ce qu'il faut modifier les choses? Je me souviens des propos du président du tribunal de Sens qui a dit tout à l'heure qu'il y avait déjà beaucoup de textes et de lois. Et puis, je me souviens aussi des propos quand même très optimistes et très rassurants du procureur de la République, donc du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et du procureur général donc, de la Cour d'appel de Toulouse, donc, qui bien nous ont expliqué que c'était une question de volonté, donc il fallait utiliser toutes les voies de droit donc, qui existaient. Donc, qu'ils souhaitaient malgré tout que soient créés des assistants spécialisés, mais cela, donc ça ne demande pas tout de même des modifications considérables, et je pense que ça pourrait avoir lieu. Ces propos étaient complétés aussi par ceux de Maître Moreau qui a insisté sur le fait qu'il fallait sensibiliser également les barreaux. Donc même si Ariel Moreau n'était pas tout à fait d'accord avec le procureur général à propos du champ d'application de cette notion donc d'une seule violence. Quant aux pistes alors qui pourraient être, ou aux réformes qui pourraient être cette fois-ci donc délégué ferenda. Donc il y aura évidemment les amendements donc qui n'ont pas pu encore être donc votés, mais qui, j'espère, donc le seront un jour. Il y en a d'autres aussi qui pourraient être proposés, notamment à propos de la violence psychologique et les textes qui reconnaissent le délit de violence psychologique depuis 2010 et qui pourraient être complétés par des dispositions à l'égard qui prennent en compte la violence à l'égard des animaux. Donc après, c'est une question de rédaction. Pour ne pas froisser les parlementaires, peut-être faudrait-il utiliser des alinéas différents pour mieux séparer, de façon à ce que l'on n'aille pas encore nous dire qu'il y a confusion donc, de genre. On pourrait également donc peut-être repenser la question qui a été souvent évoquée de la notification au CRIP, donc peut-être élargir donc ceux qui peuvent effectivement donc signaler donc les actes de maltraitance sur exclusivement les animaux. Donc il y a la notion de retrait auquel je pense, puisqu'aujourd'hui donc on parle de confiscation. Le problème de la confiscation, c'est que ça s'applique à des personnes qui sont propriétaires, puisque l'animal est soumis au régime des biens. Donc on raisonne toujours sous ce statut, à défaut d'avoir été capable de créer un statut propre donc, à l'animal, mais un jour peut-être que ça arrivera. Et la notion de retrait qui est utilisée d'ailleurs dans certains textes, l'article 99-1 du Code de procédure pénale donc, l'évoque, d'autres textes, je l'avais noté dans le Code de l'article L214-23 aussi, dans le Code rural et de la pêche maritime. Donc ce serait d'ailleurs assez juste, puisqu'il y a des retraits de l'autorité parentale. Pourquoi n'y aurait-il pas le retrait de l'animal? Ça pourrait s'appliquer à d'autres personnes que des propriétaires, ceux qui auraient un droit sur l'animal ou qui l'utiliseraient. Donc peut-être aussi
eh bien, modifier les conditions d'inscription sur le fichier des personnes recherchées et de l'étendre à ce moment-là, donc à ceux pour les animaux qui auraient été confisqués et ceux qui. Donc ça permettrait revoir peut-être les qualifications, et puis il y a toujours ce problème donc du délit, donc d'atteinte volontaire à la vie de l'animal, donc et en même temps du maintien de la contravention de 5e classe, donc aussi atteinte à la vie de l'animal. Il y a deux textes, deux qualifications différentes pour les mêmes faits. C'est une première, je crois, dans le code pénal de voir cela, donc survivre sans que ça a l'air de choquer la chancellerie. Tout ça, c'est assez triste quand même. Voilà, et bien, toutes ces réformes, à mon avis, sont à portée de main, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, on a tendu cette main aux législateurs. Il vous reste à la saisir, donc ce que je ne doute pas que vous ferez dans les mois, dans les années à venir. Merci. Est-ce que ça va marcher? Anne-Claire, très rapidement. Oui, je voulais essayer de... Alors, je ne sais pas. Hop, voilà. Dire simplement qu'on pouvait tous ensemble arrêter le cercle de la violence. Il fallait agir, il ne fallait pas qu'on se dise non mais ça ne nous regarde pas. Ça, je pense qu'aussi, nous les vétérinaires, on s'est longtemps abrités derrière le secret professionnel. On l'a vu dans le projet de loi. Donc oui, on peut le faire. Et puis ce que disait aussi un certain nombre d'intervenants ce matin, tous les enfants qui voient des choses dramatiques, il y en a quand même beaucoup qui s'en remettent, Dieu merci. Et je pense qu'il y en a pas mal dans la salle, parce que sinon on ne ferait pas de la protection animale, sinon on ne serait pas véto. Donc ça, deuxième point, c'est un peu réducteur, mais je peux vous garantir que quand vous parlez de ça à un médecin, quand un animal est maltraité au sein du foyer, un enfant et sa mère sont en danger, et réciproquement, c'est-à-dire que quand on sauve un enfant, on peut sauver aussi des chiens. Il faut aussi qu'il y ait une formation, une véritable formation des équipes vétérinaires aux notions de violence intrafamiliale et à la notion d'emprise et du système de domination, parce que sinon on n'en sortira jamais. Et dans cette roue-là, normalement, il y avait que... J'ai un peu arranger les choses pour que ce soit bien marqué que les maris violents utilisent à la fois les enfants et les animaux comme une menace, et donc ça retarde d'autant la libération de la parole. Alors, juste un point sur lequel je pense que nous, ce schéma-là, je l'ai pris à la MIPROF, qui est donc... qui réunit l'ensemble des professionnels de santé et, au-delà des professionnels de santé, bien sûr, les avocats dans la protection de la famille et des femmes victimes. Un point d'amélioration vraiment du côté des vétérinaires, vous avez employé le mot de co-victime pour les animaux quand ils voient des violences conjugales. Et ça, c'est aussi pas si facile que ça de faire passer le message auprès de nos confrères, mais c'est évident qu'il y a des chiens qui vont mordre leur propriétaire et la personne violente pour défendre la victime, et que donc dans les morsures et tout ce que j'ai entendu là avec les chats qui faisaient sur le canapé, etc., il y a beaucoup de choses qui sont ce que nous on appelle des troubles du comportement et qui en fait sont juste le moyen que l'animal a de dire ce qui se passe à la maison. Et Catherine Angelet dit toujours les chiens voient tout dans une maison. Et pour finir, voilà, on est à la fois, il y a le cercle des professionnels de santé autour de la femme et de l'enfant, le 39-19, le 119, jamais oublié, et le cercle autour des animaux. Et en fait, il y a plein de piliers en commun. Il faut absolument communiquer entre nous et se dire aussi que tout ce qu'on peut faire permet d'être non seulement parfois des juges, parfois des gardiens de la paix, mais on doit surtout être au quotidien des artisans et des bâtisseurs de paix. Et que ça permet vraiment de maintenir le respect mutuel entre les humains et les animaux. Merci.